Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission spéciale de 18 heures consacrée aujourd'hui à la situation politique ou la crise politique en Tunisie. La Tunisie sur du feu ardent après avoir suspendu le Parlement. Le président tunisien, Kais Saïd, a décidé de carrément dissoudre ce Parlement avec tout ce que cela incombe comme conséquence. Il n'y aura pas d'élection anticipée, dira le président tunisien d'un ton ferme et déterminé. Comment va se dessiner le paysage politique en Tunisie et quelle est la réaction de la société civile tunisienne? Les États-Unis ont déjà réagi et se disent préoccupés. Le FMI, lui, propose son aide et met la condition ou conditionne cela par des réformes précipitées. Le président tunisien a-t-il la latitude de faire face à la crise sociale qui frappe le pays et de tenir devant la pression internationale? L'UGTT, l'Union des travailleurs tunisiens, semble saluer la position du président et parle d'un parlement corrompu. Bref, où va la Tunisie et que compte faire Kais Saïd pour sauver son pays des tiraillements des mains ou de mains étrangères qui tentent de le presser dans ses réformes et une opposition qui ne veut pas en découdre avec les vieilles pratiques. Alors pour en parler aujourd'hui avec nous, nous aurons présent par téléphone nos deux invités. Il s'agira d'abord de Kamel Ben Younes, journaliste tunisien. Il est présent avec nous donc par téléphone. Et nous aurons dans quelques instants également M. Rafah Tabib par téléphone. Il est professeur en sciences politiques tunisien. Messieurs, bonsoir et bienvenue à notre émission. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue également à cette édition du 18h. Donc, comme je le disais, le président Kais Saïd s'offre les pleins pouvoirs. Le président tunisien a annoncé dissoudre le Parlement 8 mois après donc avoir déjà gelé ses travaux. Après des mois de blocage politique, il faut le dire, le chef d'État a aujourd'hui donc décidé carrément de dissoudre ce Parlement. Monsieur Kamel Ben Younes, ma question s'adresse à vous. Pourquoi et qu'est-ce qui a motivé aujourd'hui ce genre de décision de la part du président tunisien? Oui, Monsieur Kamel Ben Younes. Il y a eu une évolution rapide puisque oui. 2 jours avant, dans une réunion du Conseil de sécurité restreint, le président de la République, Kais Saïd, avait annoncé qu'il ne peut pas dissoudre le Parlement selon la Constitution. C'est pour cela qu'il a gelé ce Parlement depuis des mois et il n'a pas dissous, car normalement, pour dissoudre le Parlement, selon la loi, il y a seulement une seule condition, c'est lorsque le président de la République propose au Parlement un gouvernement et ce gouvernement est refusé par le Parlement 2 fois de suite. Le chef de l'État dissout le Parlement et appelle à une élection parlementaire anticipée au cours de 90 jours. Oui. C'est pas le cas maintenant, mais vu qu'une majorité des parlementaires, soit 121 sur 217, malgré la conjoncture extraordinaire, avait organisé une assemblée générale virtuelle par webinaire et avait décidé, promulgué une loi presque à l'unanimité avec 116 voix, donc avec une majorité suffisante, c'est plus que 109. Ils ont décidé de remettre en cause toutes les mesures exceptionnelles prises par le chef de l'État depuis le 25 juillet, vu que la Constitution dit que le régime est plutôt parlementaire ou bien semi-parlementaire. Donc le président de la République, normalement, il est le chef de l'État, il gère en gros les affaires de la diplomatie et de la sécurité nationale, mais les décisions politiques, c'est surtout le Parlement. Dans ce conflit de légitimité, de pouvoir, le président, le jour même, a réagi vite et a décidé de geler de dissoudre le Parlement, se référant à une autre clause de la Constitution qu'il avait lui-même gelée en septembre dernier, puisque le 22 septembre dernier, il a décidé dans le circulaire 117 de geler la Constitution tunisienne à part la clause 1 et 2, rappelons que la clause 1 dit que le régime est républicain et que le pays est un pays arabo-islamique, et la clause 2 parle de la démocratie et des libertés. Donc il avait auparavant gelé toutes les clauses. Il est revenu donc il y a 2 jours sur l'article 72 qui note que le chef de l'État est le premier responsable de la sécurité nationale du pays et qu'il a l'obligation de sauvegarder
la sécurité nationale devant les défis. Et en se référant à cet article, il a décidé la dissolution. Donc les réactions sont contradictoires. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. Oui, oui. Alors, très bien, Monsieur Kamel Benyounès. Alors, tout le monde est en droit de se poser cette question. Maintenant que le Parlement est dissous, carrément, bel et bien dissous, avec la déclaration du président Kais Saïed, quel dessin ou quel schéma la scène politique tunisienne va-t-elle prendre? Bon, il faut attendre d'abord, puisque la Tunisie, c'est pas l'Irak de Saddam Hussein ou la Libye de Kadhafi ou bien les autres pays où le gouvernement pourrait dire pour longtemps on refuse les conseils ou bien l'ingérence internationale, oui, puisque la Tunisie dépend à jusqu'à 80-90% de sa coopération avec l'Union européenne et les États-Unis. Or, la Tunisie a besoin immédiatement d'au moins 4 milliards de dollars pour le budget, pour la gestion de l'État, le budget 4 milliards à 6 milliards, en plus les impacts négatifs du corona, plus les impacts négatifs de la guerre d'Ukraine et de la Russie, et l'Union européenne et les Américains, les Japonais, les pays du Golfe, la majorité des pays avaient annoncé depuis 8 mois qu'ils sont prêts pour donner de l'argent, pour faire des placements, pour donner le feu vert aux banques et aux fonds internationaux de donner l'argent nécessaire à la Tunisie, à condition que la Tunisie reprenne le processus démocratique et le processus parlementaire. Rappelons que il y a quelques jours, 23 parlementaires américains du Congrès, il y avait quelques jours avant même une centaine de diplomates, dont des anciens ambassadeurs américains en Tunisie et dans la région, qui ont exigé qu'il n'y aura pas de reprise de l'aide financière ou bien il n'y aura pas de feu vert à la Banque mondiale, au FMI et à la Banque africaine et à la Banque européenne s'il n'y a pas retour à la démocratisation. Rappelons juste le dernier élément que le conseiller spécial de l'Union européenne chargé de la politique du voisinage, l'envoyé spécial, avait rencontré le président il y a quelques jours avec une délégation. Ils ont dit qu'ils sont prêts à donner immédiatement 4 milliards d'euros à la Tunisie, à condition qu'il y a un retour à la démocratisation. Ceci dit, la conjoncture internationale laisse le dossier de la Tunisie et des pays arabes et de la Méditerranée au second plan à l'échelle internationale. S'il n'y a pas de consensus national et de dialogue national pour résoudre ces conflits de deuxième degré, il y a des risques de voir de nouveau une crise socio-économique et politique et même sécuritaire. Oui, alors vous faites bien de le dire, Monsieur Kamel Benyounès. Je dirais, qu'est-ce qui a, disons, suscité? Parce que les parlementaires avaient l'intention de remettre en cause la décision du président Kais Saïed, et donc ils ont été pris de court. C'était une forme quand même, je dirais, de coup d'État vis-à-vis du président tunisien, si cette initiative avait vu le jour des parlementaires. Bon, le mot coup d'État a été refusé, a été utilisé plusieurs fois depuis les derniers 9 mois, même pour ce qui a été fait le 25 juillet, mais beaucoup d'experts ont refusé le mot de coup d'État. Non, je rectifie juste une petite chose. Je parlais de la réunion qui devait donc réunir les parlementaires qui avaient refusé la décision Voilà. Oui, j'ai compris. Oui, le même mot, même pour ce qui s'est passé le 25 juillet, les experts utilisent plutôt un coup de force, puisqu'il y a un changement de régime politique en utilisant la force sans respectant la Constitution. Ce qui s'est passé pour les parlementaires, la réaction de certains, y compris le président, il a considéré qu'il s'agirait d'un coup d'État politique, puisque cette réunion a voulu remettre en cause tout ce qui s'est passé en Tunisie depuis 8 mois. Mais les parlementaires disent que, et beaucoup de partis politiques, y compris les grands ennemis de la Nahda et de ses alliés dans l'ex-gouvernement Qalbtoun et ses autres, comme Abir Moussi, considèrent que la Constitution permet au chef de l'État de dissoudre le Parlement dans une seule condition, c'est pas en ce moment même. De toute façon, je pense que ce qui s'est passé pourrait aussi faire le jeu de tout le monde.
puisque la dissolution du Parlement, dans les coulisses, il a été bien reçu par l'opposition, par la NAVA, par les gens qui sont au pouvoir, car théoriquement, s'il y a une dissolution du Parlement, il faut passer directement à préparer des élections anticipées au cours de 45 jours à 3 mois. Bon, le chef d'État a dit que ces élections n'auront pas lieu au cours de 3 mois. Il faut passer d'abord par le référendum du 25 juillet, puis les élections auront probablement en décembre prochain. Mais je pense qu'après ces divergences, il pourrait avoir de nouveau un dialogue, des réconciliations, surtout que la centrale syndicale a été reçue aujourd'hui même par le président de la République et Nourdine Taboubi, secrétaire général de l'UJTT, a appelé de nouveau à un processus de participation où il y aurait un dialogue national avec tout le monde, y compris les partis politiques et les organisations syndicales et sociales. Peut-être tout le monde est énervé, mais avec le temps, la Tunisie a prouvé au moment de la crise de 2014, où il y a eu un virage sécurito-militaire en Égypte, au Yémen, en Syrie, en Libye, qu'après la crise, la classe politique tunisienne est arrivée avec un consensus national et un débat national à résoudre ces problèmes. Depuis 1861, il y a eu des constitutions et une loi en Tunisie développée. Il y aura peut-être une crise provisoire, mais je pense qu'on est en train d'essayer de contrôler la situation, puisqu'aujourd'hui même, il y a une dizaine ou bien une trentaine de députés qui étaient invités au siège un certain siège du ministère de l'Intérieur, accusé de faire atteinte à la sécurité de l'État, y compris le président du Parlement, Rachid Ghannouchi, et la vice-présidente. Alors, à ce propos, et ils ont été libérés. Ils ont été libérés. Voilà. Donc, j'allais vous poser la question, étant donné que les informations, les toutes dernières, parlent de la convocation de Rachid Ghannouchi, qui sont appelés à comparaître devant le juge. Donc, vous dites que cela a été annulé? Non, il y a eu, je sais pas le nombre jusqu'à présent, une dizaine, on parle d'une vingtaine, une trentaine, y compris Rachid Ghannouchi, Samira Chaouachi, la vice-présidente, et le leader de Khaled Tounes, Riyad Loumi et autres, mais ils ont tous été libérés et ils ont Tarek Stiti, qui est proche de l'ex-parti au pouvoir du RCD et peut-être proche de Abir Moussi, des Distoniens, il a été libéré et tous ces députés qui étaient aujourd'hui convoqués, ils ont dit qu'ils ont tous répondu par l'article 68 de la Constitution tunisienne qui annonce clairement que les parlementaires ne peuvent pas être arrêtés ou jugés pour des opinions, des activités, bien des propositions faites. Mais peut-être, bien sûr, le gouvernement, disons, les autorités ont voulu mettre fin pour éviter le scénario libyen en Tunisie, d'avoir deux légitimités. Mais attendant, peut-être dans les jours qui viennent, il y aurait des concessions, surtout que le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies et d'autres responsables de l'Union européenne, l'Union parlementaire internationale et d'autres avaient appelé de nouveau à un dialogue national à passer à une solution politique, soit à permettre à ce Parlement de continuer son travail, ou bien à passer directement à des élections anticipées au cours de 3 mois ou 6 mois. Alors nous allons voir donc, avant de poursuivre notre débat, Monsieur Kamel Benyounès, juste un petit instant, ce sujet signé Amin Aberkan, justement, on va revoir la déclaration de Kais Saïed et on y revient. أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية. Après avoir été gelé, l'annonce de la dissolution du Parlement a été faite par le président tunisien lors d'un discours diffusé dans la soirée du mercredi à la télévision nationale. Kais Saïed s'est référé dans cette prise de décision à l'article 72 de la Constitution. Il déclare que l'État est ciblé par une tentative désespérée de coup d'État et que sa responsabilité était de protéger la nation. Le moment est historique pour le pays selon lui. أعلن اليوم في هذه اللحظة التاريخية عن حل المجلس النيابي حفاظا على الدولة وحفاظا على مؤسساتها وحفاظا على الشعب التونسي. ولا يعلم أحد
كيف تمت دعوة هذا المجلس للانعقاد، لأنه أولا مجمد، والاجتماع الذي تصوروا أنه حصل عبر قناة تلفزية أجنبية. Kais Saïed a insisté une nouvelle fois dans son discours que la réunion illégale de l'Assemblée des représentants du peuple, dont les activités sont déjà suspendues depuis juillet dernier, n'a aucune raison d'être convoquée puisqu'il est déjà gelé. Aucune légitimité pour cette Assemblée ni pour cette session parlementaire, dira le président tunisien. En infraction aux mesures présidentielles exceptionnelles du 25 juillet dernier, une séance controversée de l'Assemblée des représentants du peuple s'est tenue ce mercredi. L'ordre du jour concernait notamment un projet de loi portant sur l'annulation des mesures exceptionnelles prises par le président Kais Saïed le 25 juillet 2021. Le premier responsable du palais de Carthage a mis en garde contre toute tentative de semer le chaos et la division interne. Quelques moments avant son discours, le chef d'État tunisien a présidé un conseil de sécurité nationale avant de rencontrer la chef du gouvernement, Najla Boudane. C'était donc un dossier signé Amine Aberkane. Monsieur Kamel Ben Younes, est-ce que vous ne pensez pas que tous ces députés qui ont donc décidé de présider ou de tenir une session parlementaire se sont mis en porte-à-faux avec la décision du gel du président de ce Parlement, mais également aujourd'hui le président exclut toute élection législative. Alors, comment expliquez-vous cette position du président? De quoi est-il si fort aujourd'hui pour prendre ce genre de décision? Est-ce qu'il a sur quoi s'appuyer? Bon, il y a deux aspects de l'actuel conflit. L'aspect juridique et constitutionnel, la majorité des juristes sont contre ce qui s'est passé le 25 juillet et les mesures d'exception. Oui. Même si ceux qui sont pour, ils disent que l'état d'exception sur la Constitution ne doit pas dépasser un mois. Et au cours le président, lorsqu'il va prendre cette mesure selon l'article 80, c'est noté, c'est clair dans l'article 80, le Parlement reste ouvert et il n'y a pas possibilité de le dissoudre. Il est en réunion ouverte et on ne peut pas limoger le gouvernement. Ce qui n'était pas le cas. Donc, ça a été expliqué par des mesures exceptionnelles. Beaucoup de partis et des leaders politiques avaient soutenu Kais Saïed au début et des syndicalistes. Ils nous ont dit peut-être c'est une occasion pour mettre fin à un régime politique en crise, une instabilité depuis 11 ans, puisqu'au cours d'11 ans, on a eu plus que 10 gouvernements, police, le corona, les impacts du corona, les impacts du blocus. Mais on s'attendait au fait qu'il annonce des réformes et des élections au cours de quelques mois, peut-être en septembre dernier, mais ceci ne s'est pas passé. Donc maintenant, l'opinion publique est divisée. D'ailleurs, on a vu dans la rue, au début, la majorité, une grande partie de la population était dans la rue soutenir les mesures du président le 25 juillet, puis on a vu des dizaines de milliers se manifester contre ce qui s'est passé. Maintenant, pour sortir de ce blocage, le débat ne doit pas être juridique ou constitutionnel, puisque constitutionnellement, ce qui a été fait même il y a 2 jours, il a été critiqué par 40 ex-doyens de la faculté de droit, des grands experts, des ministres de la justice, et il a été soutenu par d'autres. Donc le débat doit être politique et pas juridique ou constitutionnel, car le dossier socio-économique est très dangereux, la situation socio-économique est peut-être la plus médiocre depuis 70 ans. Pour la première fois dans l'histoire de la Tunisie, on a un communiqué de l'Union générale de l'UTICA, c'est-à-dire l'Union des hommes d'affaires, des industriels, des commerçants qui critiquent et qui parle d'un fiasco. Le JTT est souvent perturbé et il y a des annonces de grève et de grève générale, même si aujourd'hui, heureusement, il y a eu une rencontre, la première depuis le 26 juillet dernier entre le président de la République et la centrale syndicale. Donc, le débat doit être politique, car si la Constitution ne le permet pas,
S'il y a Oui. un compromis politique, on peut se mettre d'accord que les élections ne soient pas organisées d'ici 3 mois. Sinon, Abir Moussi, la présidente du Parti des Syriens, d'autres partis de gauche et de droite, annoncent qu'ils vont entrer ou bien appeler à des boycotts, à des grèves, à des manifestations. Puis, on a de nouveau des marches et des manifestations et des contre-manifestations. Or, la situation économique et sociale du pays est dangereuse. Pour la première fois en Tunisie, on voit des gens faire la queue devant les boulangeries, Oui, et- la hausse des prix, et puis la Tunisie qui fournit ses besoins alimentaires et de phosphate et en engrais. En grande partie, plus de 50% de la Russie et de l'Ukraine va connaître encore des problèmes. Elle recevait chaque année à peu près 1 million de touristes ukrainiens, russes et des pays de l'Est. Il va le perdre. Elle avait perdu déjà beaucoup au cours des 2 dernières années avec le corona. Donc, la situation socio-économique est très dangereuse et il faut passer à un dialogue socio-économique politique. Et peut-être il y a des lignes rouges pour le président, y compris, on dit dans les coulisses depuis une année que le président n'a pas de problème avec la Nahva, ni Oui. avec Qalb Tounes, mais il a un problème avec Rachid Ghannouchi et Nabil El-Karoui et d'autres leaders. Peut-être si la Nahva organise une conférence pour changer sa direction, ou bien annoncer que dans les élections qui viennent, Ghannouchi ne sera pas candidat et Nabil El-Karoui ne sera pas candidat, etc., on pourrait débloquer la situation, car certains conflits apparaissent à aspect personnel et non pas à aspect national ou entre partis politiques et gouvernements, mais entre certains leaders pour des raisons historiques et pour des conflits qui ont d'autres aspects que l'aspect commun. Oui, merci beaucoup Monsieur Kamel Benyounès d'avoir pris parti donc avec nous à cette première partie du débat. Je vous remercie et je rappelle que vous êtes journaliste tunisien. Merci beaucoup Monsieur Kamel Benyounès. Effectivement, nous savons que aujourd'hui la décision de Kais Saïed ne laisse pas indifférent les Tunisiens, mais pas que, puisque la communauté internationale également a réagi et nous allons le voir. Mais avant de voir la réaction de la communauté internationale, nous allons passer à l'opinion de la population, c'est-à-dire les Tunisiens eux-mêmes, une donc position qui reste très mitigée, comme on va le voir. Le Parlement du Bardo est un terrain de foot. Chaque groupe essaie de récupérer la balle sans trop se soucier du pays. Cela fait 10 ans que le Parlement n'a rien fait. Le résultat est là avec la cherté de la vie, le manque de blé et de semoule. Le président décide sur une base constitutionnelle et il dissout le Parlement. Une décision qui vient en retard. Ce retard a donné justement l'occasion à certaines parties pour le critiquer politiquement mais aussi constitutionnellement. Et c'est le Parlement lui-même qui a motivé cette dissolution. Voilà donc, comme on vient de le voir, les réactions des Tunisiens semblent plus ou moins mitigées. Il y en a qui donc sont très critiques vis-à-vis de ce Parlement qui vient d'être dissous et peut-être d'une manière soutiennent un peu la position du président. Monsieur Rafah Tabib, bonsoir et merci de vous joindre à nous. Monsieur Rafah Tabib, donc au début du débat de cette émission, on avait parlé de la position de Kais Saïed aujourd'hui. Qu'est-ce qui le met dans cette position aussi ferme et déterminée? Est-ce que Kais Saïed est sûr de ses atouts? D'autant plus que les décisions qu'il prend sont complètement à l'antipode de celles qui lui sont ou qu'il serait imposé par la communauté internationale et par le FMI qui exige avant tout la précipitation ou des réformes, comme ils le disent. Oui, alors bonsoir. J'aimerais préciser que ce n'est pas Kais Saïed seulement qui prend des décisions en Tunisie. Oui. On a tout un mouvement de soulèvement populaire du 25 juillet 2021 qui a été à l'origine de toutes ces dispositions prises par le président. D'abord, ça a été le gel des activités du Parlement et par la suite sa dissolution. Et entre-temps, il y a eu toute cette
guerre inlassable qui est menée contre les réseaux de trafic, les réseaux qui appauvrissent le peuple tunisien et qui le poussent même vers des situations presque de famine dans certaines régions, puisque il y a des denrées alimentaires qui ont totalement disparu maintenant des rayons. Et on sait pertinemment que derrière, il y a des réseaux bien organisés, aussi bien politiques, financiers que mafieux. Donc, le pays est entré dans une phase très très critique. Nous sommes en train maintenant de payer les politiques erratiques de la dernière décennie, qui a été une décennie pendant laquelle le pays est devenu un pays exsangue, avec une économie totalement à l'agonie, et bien sûr avec une corruption qui atteint des paliers qui étaient impensables il y a quelques années. Oui. Lorsque vous me dites la communauté internationale, bon, moi, ce terme-là, personnellement, même au niveau disons académique, le FMI, plus précisément. On l'utilise pratiquement plus maintenant. Oui, alors disons le FMI. Alors voilà, pour être plus précis, disons le FMI, voilà. Oui. Alors, en plus, voilà, quand vous parlez de la communauté internationale et quand on pense directement aux Américains, ceux qui avaient précédemment créé ce terme, et on voit comment ça s'est passé en Algérie ces 2 derniers jours, la visite du chef de la diplomatie américaine. Bon, Oui. on commence vraiment à se poser la question si c'est ça vraiment la communauté internationale. Et s'il y a une communauté à laquelle vraiment la Tunisie maintenant peut appartenir et doit appartenir, ça serait plutôt la communauté de la région à laquelle nous appartenons et en premier lieu l'Algérie. Oui. Et si la Banque mondiale essaie maintenant d'imposer certaines conditions, eh bien je pense qu'elle est tombée dans son propre piège. Pourquoi ? Parce que pour nous accorder un prêt de l'ordre de 4,4 milliards de dollars, Oui. la Banque mondiale a demandé, a exigé Plusieurs que conditions. le GTT c'est la centrale syndicale, la puissance centrale, l'Union générale des travailleurs. Et il faudrait que le GTT signe un accord avec le gouvernement pour accepter les conditions de ce prêt. Eh bien aujourd'hui même, et là quand je vous parle, le président a reçu le nouveau comité directeur de l'UGTT qui vient de tenir son congrès. Et les réactions sont extrêmement positives puisque le président s'est engagé à ne pas toucher ni à la masse salariale, ni au salaire des employés et des fonctionnaires, et surtout à ne pas accepter la condition de levée de la compensation au niveau de certains produits alimentaires. Donc, il y a une sorte d'accord maintenant entre le président et le GTT. Et rappelons que le GTT a été une des forces vives du soulèvement du 25 juillet. Oui. Alors oui, vous faites bien de le dire parce que le GTT a fait quand même sa déclaration. Je rappelle que c'est l'Union générale des travailleurs tunisiens qui a salué la décision du président de ne pas justement accepter les conditions qui ont été dictées par le FMI pour débloquer leur aide. Juste une précision, monsieur Rafat Habib, je le dis par rapport aux conditions qui ont été imposées par le FMI pour ceux qui ne le savent pas pour la Tunisie, pour justement essayer de débloquer cette aide. Alors, il s'agit d'un meilleur ciblage des subventions. Il s'agit également de réformer les fonds des entreprises publiques, jugées incontournables, à rétablir la compétitivité à travers une fiscalité équitable, une stricte maîtrise de la masse salariale et un meilleur ciblage des subventions. Donc, vous voyez, sans parler donc de ce qui touche aux produits de première nécessité. Alors, voilà, ce sont vraiment des mesures et des conditions très strictes, je dirais, qui risqueraient d'appauvrir encore plus cette population qui le ressent tous les jours en raison de l'inflation. Qu'en pensez-vous, monsieur Rafat Habib ? Il y a parmi ces décisions, il y a des décisions et des conditions qui sont très très acceptables. Hein. On enfonce une porte ouverte. Quand vous dites, par exemple, une fiscalité plus juste, mais que veut le peuple ? On veut justement une fiscalité plus juste. Parce que nous, les fonctionnaires, et qui sommes la composante majoritaire au sein de l'UGTT, eh bien, nous participons à hauteur de 30%
de l'assiette budgétaire de l'État à travers nos impôts. Bien sûr qu'on voudrait qu'il y ait une assiette beaucoup plus élargie au niveau de la fiscalité. Mais le plus important, madame, c'est qu'il y a quelque chose dont on ne parle pas beaucoup parce qu'on essaie de survoler le problème. C'est la question des subventions. Vous savez, en Tunisie, ce n'est pas uniquement le pain, la semoule, etc. qui sont subventionnés. À un certain moment, même le ciment a été subventionné. Ça veut dire qu'il y a des promoteurs immobiliers qui se font des milliards grâce à des subventions. Oui. Aujourd'hui, par exemple, l'essence, elle est subventionnée. Vous savez, la Tunisie n'est pas un gros producteur de pétrole et encore moins de gaz. Et il y a des gens qui se baladent avec des voitures en chevaux et qui croient que bon, c'est leur droit de profiter des subventions qui sont payées à travers nos impôts. Bien sûr, ça pourrait être même un instant très très important dans les réformes en Tunisie de dire voilà, on ne peut s'en sortir. Est-ce qu'il faut revenir à l'imposition des riches opérations de remodelage de notre système économique, social, etc. Alors, vous faites bien de le dire. On revient maintenant à la position américaine, les États-Unis qui se disent très préoccupés par ce qui se passe en Tunisie. Alors, la question, c'est comment aujourd'hui Kais Saïed va-t-il pouvoir ménager la Tunisie entre des pressions du FMI, entre des pressions d'aide qui sont toujours avec des préalables et la revendication interne, c'est-à-dire celle des réformes, celle d'aller vers une Tunisie plus démocratique, plus juste, plus équitable dans le partage des richesses? Alors, je vais utiliser le terme qu'il a employé dans sa lettre, profondément préoccupé. Bon, ça fait à peu près une année que ils sont profondément tous les partenaires européens et occidentaux de la Tunisie sont préoccupés, comme si on avait la meilleure des démocraties. Justement, si le Parlement a été dissous et que personne en Tunisie n'a bougé le petit doigt pour le défendre, c'est parce que vraiment le Parlement, pour nous, est devenu une véritable, un véritable simulacre de démocratie et de liberté. Bon. Maintenant que les Américains demandent qu'il y ait un retour à la normale, démocratique, etc., bon, c'est aussi une évidence. Il va y avoir un grand débat, dialogue entre Tunisiens qui va mettre autour d'une table les syndicats, la société civile, les partis politiques qui n'ont pas participé à des actions de coordination avec des forces étrangères. Il va y avoir la jeunesse, il va y avoir les gens qui ont participé à la grande consultation électronique, etc. Et donc, il va y avoir un véritable débat, non seulement pour voir l'avenir de notre Constitution, mais aussi pour mettre en place une loi électorale qui soit plus juste et surtout qui puisse amener au Parlement le meilleur de ce qu'on a dans notre société. Parce que malheureusement, la loi qui était adoptée depuis 2011 est une loi qui nous a ramené la liste de la société au niveau du Parlement. À un certain moment, madame, on avait des grands trafiquants reconnus, connus par tout le monde, qui sont arrivés, qui sont devenus les représentants de leur région grâce à la corruption de masse. Oui. Et donc, heureusement maintenant, on va commencer ce grand débat et on va voir si les Américains, qui sont, qu'on ne le veuille pas, un partenaire pour la Tunisie, on va voir si les Américains sont intéressés par un débat populaire qui est réellement profond et qui est susceptible de mobiliser toutes les ressources intellectuelles du pays, ou bien ils sont intéressés par une démocratie de façade, un simulacre de démocratie dans lequel, bien sûr, il y a leurs éléments et leurs étalons noirs qui sont susceptibles d'appliquer leur agenda. Voilà la grande question. Oui. Parce qu'on est vraiment de plus en plus gêné en Tunisie par le fait que les Britanniques, les Américains et certains autres pays occidentaux ne soutiennent pas la démocratie en Tunisie. En fait, ils soutiennent des partis politiques qui, qu'on le veuille ou pas, ont mené la Tunisie vers cette crise
dans laquelle nous nous retrouvons aujourd'hui. Oui, alors vous voulez parler de la Nahda, je suppose, la Nahda qui apparemment ne découpe pas du tout, puisqu'ils restent quand même obstinés à faire valoir leur droit de retour à ce Parlement. Ils critiquent énormément le président Kais Saïed. Et il y a quand même un aspect, juste avant la dissolution ou la suspension du Parlement par Kais Saïed, il faut dire que personne ne parle de cette période, c'est-à-dire l'avant-dissolution ou l'avant-suspension, où il y avait une énorme crise au sein du Parlement, une crise provoquée en grande partie par Nahda. Qu'en pensez-vous, Monsieur Rafat Habib? Je vais vous dire, la loi électorale qui a été élaborée par Nahda en 2011, elle a permis, avec un peu moins de 500 000 voix, sur 8 millions de personnes ayant le droit de voter, de prendre tous les pouvoirs en Tunisie. Nahda a été au pouvoir avec uniquement moins que 500 000 voix. Voici la démocratie dans laquelle on était. Alors qu'il y a 3 millions de votants, vous n'avez à peu près que le 6e des voix, et pourtant vous avez 100% des pouvoirs. Donc voici la situation dans laquelle on était. Et en plus, on a eu les nouvelles mafias, nées après la révolution de 2011, qui se sont alliées avec les mafias d'avant 2011. Et le pays est devenu pratiquement un gros gâteau que se partageaient les partis au vu et au su de tout le monde. Avec l'appui de certaines puissances étrangères. Avec la nouvelle loi électorale, bien sûr, le jeu sera ouvert à tout le monde. Et moi, je ne suis pas pour que Nahda, en tant que parti, soit éliminé ou soit écarté. Mais s'il y a des gens qui, à un certain moment, ont essayé de coordonner leurs efforts à l'intérieur du pays avec les ambassades, avec les forces étrangères, avec les réseaux de renseignement, moi je suis pour qu'ils soient totalement écartés. Oui. Maintenant, on va voir Nahda d'ici le 17 décembre, date de la tenue des élections législatives. On va voir si Nahda va pouvoir réellement retrouver ce qu'on appelle le socle incompressible des voix. Et moi, je vous assure que dès maintenant, Nahda ne va pas dépasser la barre des 3%. Oui. Alors, comment vous parlez, Monsieur Rafat Habib, de la date des prochaines élections et le président exclut toute élection, toute organisation d'élection. Non, pas du tout. Non, pas du tout, madame. Alors, expliquez-nous un peu. Oui. Il y a un quiproquo avec le président au niveau des dispositions de la Constitution. En fait, dans la Constitution, il est dit clairement qu'après la dissolution du Parlement, le président dispose entre 45 jours et 90 jours pour fixer la date des élections. Or, il a déjà fixé dans sa feuille de route, il a dit le 25 juillet, ça va être le référendum, et le 17 juillet, ça va être les élections législatives. Et connaissant bien le président, il va vraiment tenir parole, parce que pour lui, il y a énormément de choses à faire afin de préparer les élections qui ne peuvent pas se tenir alors qu'on a encore des mafias qui disposent d'énormément d'argent, qu'il y a une collusion claire entre, d'une part, certains partis politiques et les mafias qui ont gangréné notre économie, et 3, et c'est le plus important, que l'on soit certain qu'il n'y ait pas d'interférence étrangère dans nos élections. Alors oui, alors ça c'est bien dit, mais comme il nous reste très peu de temps, M. Rafat Habib, est-ce que les Tunisiens aujourd'hui ont la force, la détermination de tenir encore, vu qu'ils vivent quand même une crise économique assez ardue, assez prononcée, jusqu'à attendre le jour des réformes? Est-ce que les Tunisiens, en d'autres termes, sont partie prenante et partant avec les décisions du président? Heureusement, alhamdoulilah, que l'Algérie soit un pays voisin et avec lequel nous avons un continuum total. Comme vous, nous avons reçu d'énormes quantités de pluie. La campagne agricole s'annonce sous les meilleurs augures. De même, on s'attend cette année à ce que le tourisme revienne en masse, et encore beaucoup sur nos frères algériens, afin qu'ils viennent et qu'ils nous aident à remonter la pente. Vous savez, la Tunisie a des saisons totalement différentes et une temporalité totalement différente des économies occidentales et même classiques dans le monde. Maintenant, nous sortons. La Tunisie a toujours été un pays dans lequel les soulèvements se passent en hiver parce que c'est la période de dèche la plus totale. Maintenant, on est en train de remonter la pente.
Ça s'annonce sous de bonnes augures, comme je vous ai dit, et je pense qu'on va pouvoir s'en sortir. Parce que, dites-vous bien, madame, on a besoin de 4 milliards de dollars de la Banque mondiale. Merci. Et vous savez combien les Tunisiens à l'étranger transfèrent vers la Tunisie tous les ans? Ils transfèrent 3 milliards de dollars. Merci. Ça veut dire que nous avons maintenant des capacités en Tunisie. Il faudrait qu'on change de paradigme. Il faudrait qu'on oublie cette manière qui nous a été apprise par les experts étrangers que notre pays ne peut se relever que grâce à des aides étrangères. Non, cette fois, nous avons cette chance d'avoir au pouvoir quelqu'un qui est nationaliste patriote pour pouvoir couper avec ces paradigmes anciens. Merci beaucoup, Monsieur Arafat Habib, pour toutes ces explications. Je rappelle que vous étiez avec nous à partir de Tunis par téléphone et je rappelle également que vous êtes spécialiste de la Libye et enseignant en sciences politiques à l'université de Tunis. Nous avions également avec nous... Oui, merci, Monsieur Arafat Habib. Nous avions également avec nous Monsieur Kamel Benyounès, journaliste tunisien. Messieurs, je vous remercie d'avoir participé à ce débat. Notre émission tire à sa fin. Tout de suite, nous, c'est dans l'antenne pour le journal de 19h.